Merci. Donc, cher grand public, on m'a expliqué que ceci est une conférence grand public. Alors, en voyant l'audience, je ne suis pas sûr que nous avons la même définition en Suisse et en France, mais moi, j'ai préparé une conférence grand public à la Suisse. Donc, je vais commencer par rappeler quelque chose que tout le grand public sait, à savoir que les objets ont une tendance naturelle de tomber de en haut vers en bas. Et en fait, le grand public en sait même bien davantage. Il sait également que ceci n'est qu'une image approximative, que en fait les objets ont une tendance naturelle à tomber vers le centre de la Terre, et que c'est pour ça que les kangourous tiennent sur Terre. Et le grand public sait également que ceci ne s'applique pas qu'aux objets terrestres, mais également à la Lune. On voit ici cette Lune qui a donc cette tendance à tomber vers le centre de la Terre. Mais heureusement, en même temps qu'elle tombe, elle avance. Et donc, après avoir subi ce mouvement conjoint, elle tombe à côté de la Terre. Une fois qu'elle est à côté de la Terre, elle tombe toujours vers le centre de la Terre, mais maintenant elle avance vers le bas, et ceci donne donc cette Lune qui orbite autour de la Terre. Et puis, même le grand public probablement reconnaît là une équation relativement simple et connue, avec la constante de Newton ici devant. Mais cette équation, on n'en aura pas besoin aujourd'hui. Voilà, ça c'est une partie des choses que le grand public connaît bien. Une autre chose nous connaissons bien, ce sont nos premières expériences de physique. Nous avons tous commencé la physique à peu près vers l'âge de 6 ans, probablement 6 mois, probablement même un peu avant. En tout cas, moi je me rappelle mes premières expériences à cet âge-là. Et une des premières choses que j'ai apprises, c'est que pour interagir avec un objet, il n'y a pas de 36 000 façons de faire. Soit on rampe vers cet objet, soit on lance un objet, une balle par exemple, contre l'objet qui en l'occurrence est cette porte là au fond. Et ça, c'est donc des expériences qu'on a acquises extrêmement tôt dans la vie et donc qui sont extrêmement profondément ancrées en nous. Un autre type d'expérience que nous avons aussi essayé un petit peu plus tard, c'est la télékinésie. On a tous essayé de s'asseoir, de se concentrer bien fortement et que l'objet souhaité vienne vers nous. Et c'était important de faire cette expérience pour se rendre compte que ça ne marche pas. On peut rester là assis, il faut finalement hurler pour que finalement ça soit maman ou aujourd'hui peut-être papa qui vienne résoudre le problème. On a essayé une autre chose. Alors, l'étape suivante, je sais que pas absolument tout le monde y adhère, mais je pense que tout le monde dans cette salle va comprendre et adhérer à cette expérience, à savoir que de même que la télékinésie ne marche pas, la télépathie également, ça ne marche pas, dans le sens qu'aucune information ne peut passer d'un endroit à un autre sans support physique qui porterait cette information. Autrefois, l'information, on l'envoyait par carte postale. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, même si on a toujours du plaisir à en recevoir. Mais même les emails, ça s'envoie aussi par support physique, des photons, des électrons, etc. Je pense ici, tout le monde sait ça. Et donc, sans support physique, il n'y a pas de transmission d'informations. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas de télépathie. Voilà. Et à ce moment-là, le grand public doit se poser cette question-là. Dis, papa, maman, comment elle fait la Lune pour savoir dans quelle direction elle doit tomber ? On peut penser que c'est une question enfantine, et c'est une question enfantine, donc c'est une question de physicien, puisque les physiciens sont des grands enfants. La question est vraiment sérieuse, parce que est-ce que la Lune, et puis notre corps, utilise une sorte de bâton pour sonder la présence de la Terre, ou est-ce qu'elle lui lance des sortes de balles ? Comment savoir dans quelle direction tomber ? Et je pense que c'est vraiment un exemple de bonne question qui va nous permettre de faire de la vraie physique. Et cette question, pas seulement le grand public ou mon enfant imaginaire ici se la pose, mais un autre grand enfant très célèbre se l'est posé à l'époque, à savoir Newton, le grand Newton. Il a écrit, en anglais, que la gravité soit innée, inhérente et essentielle à la matière, de sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance, à travers le vide, sans médiation de quelque chose pour transporter l'action et la force de l'un à l'autre, en d'autres termes par télépathie. Cela est pour moi, Newton,
une si grande absurdité qu'à mon avis, aucun homme ayant une faculté de réfléchir avec compétence aux problèmes philosophiques ne peut y tomber. En d'autres termes, Newton, qui est extrêmement célèbre à juste titre pour, entre autres, sa théorie de la gravitation universelle, nous dit « Il faut être fou pour croire en ma théorie de la gravitation universelle ». Et néanmoins, cette théorie a dominé la science pendant des siècles, et encore aujourd'hui, on l'enseigne. Je vous avoue que j'ai honte quand je me rappelle à quel point j'ai trouvé cette théorie magnifique, belle et convaincante, alors qu'elle est manifestement absurde. Et on devrait, en même temps qu'on l'enseigne, aussi dire aux jeunes qu'elle est absurde, cette théorie. Alors, pourquoi elle est absurde? Parce qu'encore une fois, si vraiment on prend les prédictions de la théorie de la gravitation universelle de Newton à la lettre, bien, si on déplaçait un rocher sur la Lune, à l'aide d'une petite fusée, cela aurait un effet immédiat sur notre poids sur Terre. Et donc, on pourrait, en décidant de déplacer ou pas déplacer, transmettre instantanément une information sur Terre, et en plus une information qui, selon la théorie de Newton, n'est portée par rien. Donc c'est de la télépathie. Donc en fait, nous enseignons, au lycée, je crois que vous dites ici, la télépathie. Donc ce qu'il faudrait faire, évidemment, puisque la physique est une science expérimentale, c'est faire des expériences. Donc si on avait fait cette expérience, on aurait tout de suite remarqué que la théorie de Newton est en fait fausse, ou disons limitée en tout cas, et puis on aurait également trouvé que la gravitation se propage à la vitesse de la lumière. Maintenant, cette expérience n'a jamais été faite, même de nos jours, parce que les effets sont tellement petits qu'on n'a pas la technologie, même de nos jours, pour réaliser cette expérience. Et puis, comme vous le savez, il a fallu attendre Einstein pour que la question enfantine de comment la Lune sait dans quelle direction tomber soit résolue par sa théorie de la relativité générale. En gros, en résumé, la Terre, la Lune et tout corps lancent en permanence des petites balles dans toutes les directions pour informer l'ensemble de l'univers. Et ces petites balles s'appellent des gravitons, qui n'ont pas de masse et qui donc, tout comme les photons, se déplacent à la vitesse de la lumière. Alors ça, c'est une superbe résolution du dilemme que Newton a posé il y a des siècles, et puisque c'est de la physique, il y a des conséquences. Alors une conséquence, c'est qu'en fait la Lune, elle ne tombe pas exactement vers le centre de la Terre, puisqu'elle ne sait pas où est le centre de la Terre. Elle sait où était le centre de la Terre environ une seconde avant, la Lune étant environ à 300 000 km de la Terre, un peu plus à vrai dire. Mais enfin, il faut en gros une seconde, et donc la Lune ne tombe pas exactement vers le centre de la Terre, mais un peu à côté. J'exagère l'effet ici. Et cet effet de retard, si on l'applique maintenant pas sur une orbite circulaire comme la Lune autour de la Terre, mais sur une orbite elliptique comme Mercure autour du Soleil, crée finalement la précession de Mercure. C'est-à-dire que le grand axe de l'ellipse de l'orbite de Mercure tourne lentement, et c'était la première confirmation de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Voilà. Alors, c'est pas beau, la physique. Je sais qu'il y a des non-physiciens ici, donc c'est surtout pour eux que je dis ça. Mais ce n'est pas fini. Environ 10 ans après la relativité générale, qui a vraiment fait rentrer la physique, ou plutôt la localité, dans la physique, jusqu'à là, on avait en fait une théorie non locale, la non-localité de Newton. 10 ans après, arrive la théorie quantique, qui décrit le monde des atomes et des photons, ces fameuses particules de lumière dont on a déjà entendu parler. Et là, de nouveau, il y a une équation, cette fois-ci, c'est l'équation de Schrödinger, de ce monsieur-là, cette belle équation ici, qui d'ailleurs, soit dit en passant, a été découverte pendant les vacances de Schrödinger en Suisse. C'est un pays qui inspire manifestement. Alors, je ne vais pas vous décrire non plus cette équation en détail, mais j'espère que vous en appréciez la beauté. Donc cette équation, elle décrit en gros le mouvement des électrons autour des noyaux dans les atomes. Et alors, évidemment, le même enfant va se poser la question, dit papa, maman, comment ils font les électrons pour savoir où est le noyau, pour savoir autour de quel point central ou focal faut-il tourner. Donc là, on a l'impression, ça, on a déjà vu, on connaît la réponse, il faut chercher les gravitons. J'ai mis la lettre Q pour rappeler que ça va être quantique. En fait, c'est un peu compliqué quand même parce que la dimension d'un atome est telle qu'on ne va pas pouvoir faire les mêmes genres d'expériences, même expérience de pensée que ce que j'ai suggéré entre la Lune et la Terre en déplaçant ce rocher sur la Lune.
une image un peu plus correcte d'un atome, c'est quelque chose comme ça, un ensemble de bulles de savon qui se touchent toutes l'une l'autre. Donc, comme elles se touchent toutes l'une l'autre, elles sentent ce qui se passe à côté. Et en plus, lorsqu'on touche une bulle de savon, elle éclate en petits points. Bon, les électrons, eux, lorsqu'on les touche, ils éclatent en un seul point. C'est la réduction de la fonction d'onde. Donc, on ne va pas pouvoir continuer si on a juste un atome. Donc, ce qu'on va falloir faire, c'est en avoir plusieurs, 2 au moins, et puis on va aussi faire un pas d'abstraction et parler d'atomes à 2 niveaux ou de systèmes quantiques à 2 niveaux, ce qu'on appelle des qubits ou des bits quantiques. Donc en gros, on pourrait aussi penser, le 1 ici, c'est par exemple un photon dont le champ électrique oscille verticalement. Le 0, c'est le champ électrique qui oscille horizontalement. Mais évidemment, ce champ électrique peut aussi osciller selon n'importe quelle direction intermédiaire entre l'horizontale et la verticale. Donc, il peut osciller à la fois horizontalement et verticalement, avec une bonne relation de phase qui le ferait osciller à un angle intermédiaire. Et lorsqu'on fait une mesure alors que ce soit un atome à 2 niveaux ou un photon ou n'importe quel système quantique dit à 2 dimensions, on va pouvoir choisir une direction de mesure. C'est une direction un peu abstraite. Disons, si c'est un photon, c'est une direction relativement concrète, mais de manière plus générale, c'est une direction abstraite dans ces fameux espaces de Hilbert. Mais ce qui est important, c'est de bien réaliser que nous, physiciens, pouvons choisir la direction de mesure, mais pas le résultat. Le résultat, c'est la nature qui nous le donne, et il y a 2 résultats possibles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'un bit. Le résultat parallèle ou le résultat antiparallèle. Voilà, ça c'est un bit quantique. Maintenant, si on a un bit quantique, on peut évidemment aussi en avoir 2, et on peut maintenant les mettre à grande distance. Donc chacun de ces bits quantiques est très petit, mais on peut mettre une très grande distance. On peut imaginer que Alice est sur la Lune, Bob sur Terre. Bon, on n'en est pas encore là expérimentalement, mais on peut mettre des distances tout à fait significatives. Et donc maintenant, Alice va pouvoir choisir dans quelle direction elle mesure. Elle ne choisira pas le résultat de sa mesure, mais elle peut choisir la direction. De même, Bob peut choisir sa direction. Et ensuite, alors, il y aurait tout un jeu que j'appelle le jeu de Bell, ou les inégalités de Bell, vous en avez probablement entendu parler, qui pourrait être présenté ici, mais je ne veux pas prendre trop de temps et pas passer trop de temps à parler de ça, de ces inégalités de Bell. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que si maintenant j'ai 2 bits quantiques, 2 qubits, qui sont intriqués, on a déjà utilisé ce mot ce matin, c'est un mot vraiment spécifiquement quantique, qui n'existe pas dans notre monde classique, qui essentiellement dit que si j'ai 2 objets quantiques intriqués, alors si je touche l'un des 2, l'autre tressaille aussi et même immédiatement. Ça, c'est une des caractéristiques de l'intrication. L'autre étant que si par hasard Alice et Bob décident de faire des mesures dans la même direction, ce que je dis ici, les mêmes mesures, à ce moment, ils vont nécessairement obtenir les mêmes résultats. Évidemment, pour les physiciens, je précise, là je parle d'intrication maximale, il existe aussi des états d'intrication partielle. Mais prenons le cas simple d'intrication maximale, donc même mesure implique même résultat. Par même résultat, je veux dire, les 2 vont obtenir le résultat parallèle, les 2 points verts, ou les 2 vont obtenir le résultat antiparallèle. Donc une corrélation parfaite. Voilà, puis maintenant, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus en détail et comprendre tout ça, j'ai malheureusement, ou peut-être heureusement, je ne sais pas, mais mon conseil serait de lire cet excellent ouvrage, L'impensable hasard, dans lequel je me suis donné la peine d'écrire et d'expliquer ça en détail, mais je pense qu'il n'y a pas moyen pour le grand public de comprendre ça sans faire un réel effort intellectuel. Et puis je vous conseille de le faire parce que c'est extrêmement fascinant de comprendre un peu cette intrication et ce jeu de Bell ou ces inégalités de Bell. Enfin, quoi qu'il en soit, si on admet simplement le fait qu'on a cette corrélation parfaite, à savoir même mesure implique même résultat, à ce moment-là, tout comme pour la gravitation, selon la théorie, il y a d'une part une corrélation totale, c'est exactement les mêmes, entre Alice sur la Lune et Bob sur Terre, et tout comme pour la théorie de Newton, la théorie quantique prédit que l'effet est immédiat. Et donc, réaction tout à fait naturelle, c'est de se dire, bon, si on a cet effet immédiat, de nouveau entre
Alors, si je mets Alice sur la Lune et puis Bob sur Terre, donc entre la Lune et la Terre, il va falloir chercher l'équivalent des gravitons, qui encore une fois ici j'appelle gravitons. Alors on a fait de telles expériences, en fait il y en a eu plusieurs, je vous en montre une, et pour satisfaire mon ego c'est celle de Genève, où on a mis évidemment Genève au milieu, 2 villages à l'est et à l'ouest, Satigny et Jussy. On a ajusté les longueurs des fibres optiques de notre opérateur national Swisscom, de telle sorte à ce que les résultats de mesure obtenus dans ces 2 détecteurs soient bien synchrones. Et on s'est dit, voilà, maintenant, si l'effet est vraiment immédiat, on ne va rien voir, mais si quelque chose porte l'information, si ce n'est pas de la télépathie, mais il faut quelque chose qui porte l'information, et donc ça va prendre un petit peu de temps de porter cette information. Et donc, on va peut-être observer un certain petit délai. Alors, maintenant, ceux qui connaissent bien la relativité vont se dire, oui, mais alors, il faut aligner ça dans quel référentiel? Alors, en fait, on aligne ça d'abord dans le référentiel de Genève, ensuite, on utilise le fait qu'on est aligné est-ouest, et que donc, en 12 heures, grâce à la rotation de la Terre, on va scanner tous les référentiels possibles. Donc, quelle que soit la vitesse dans laquelle se propage, quel que soit le référentiel dans lequel se propage cette hypothétique influence entre Alice et Bob, ou Satigny et Jussy en l'occurrence, à un moment, pendant 12 heures, on devrait s'en rendre compte. Le résultat de ce genre d'expérience est que si ces gravitons existeraient, ils devraient se propager à au moins 100 000 fois la vitesse de la lumière. Alors en général, pour un physicien, plus vite que la lumière, c'est déjà impossible, et 100 000 fois plus vite que la lumière, c'est 100 000 fois impossible. Donc, il n'y a pas de gravitons, l'histoire ne bégaye pas. Donc, ce n'est pas la même histoire que celle de Newton, il doit y avoir quelque chose d'autre là-dedans. Et dit papa, maman, comment ils font les bits quantiques pour toujours donner la même réponse aux mêmes questions? Donc, ce n'est pas qu'il y en a un qui influence l'autre. Alors, l'autre hypothèse naturelle, c'est de se dire, mais en fait, ils se sont préparés à l'avance, comme font en fait les bons étudiants. Après tout, si vous avez des bons étudiants, puis vous leur posez la même question, vous n'êtes pas surpris qu'ils vous donnent la même réponse. Donc peut-être c'est ça la réponse. C'est peut-être comme ça que font ces bits quantiques, ces photons, ces électrons, ces atomes. Alors maintenant, c'est là où on devrait présenter tout ce jeu de Bell et ces inégalités de Bell que je ne vais pas faire ici, juste vous montrer un résultat de nouveau expérimental. Alors on n'a pas mis Alice et Bob sur la Lune et sur la Terre, mais de nouveau entre 2 villages proches de Genève, reliés par les fibres optiques toujours de notre opérateur national Swisscom, et on obtient des résultats. Ça, c'est juste pour que vous rappeliez que ce sont des réelles expériences et pas juste des expériences de pensée. Voilà, et la leçon donc de ces violations des inégalités de Bell, la violation des inégalités de Bell, bien sûr, il y a les expériences d'aspect qu'il faut citer ici, sont que les qubits n'ont pas appris une réponse par question. Donc, ils n'ont pas fait comme les bons étudiants. Donc, ils n'ont pas fait comme les bons étudiants en se préparant à l'avance, mais ils ne se sont pas non plus influencés l'un l'autre, puisque là, il faudrait une influence à une vitesse inimaginable. Et encore une fois, que personne ne me contredise. Bon, mais alors, dit papa, maman, ils font comment? Mais alors, est-ce qu'on peut utiliser l'intrication quantique pour faire de la télépathie? Parce que finalement, le raisonnement, c'était on veut éviter la télépathie, mais là, on voit qu'on ne peut pas éviter ces corrélations produites par l'intrication. Alors, est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement utiliser l'intrication pour faire de la télépathie, c'est-à-dire pour transmettre de l'information sans aucun support physique? Et pour répondre à cette question, il nous faut parler de hasard non local. Alors ça, c'est certainement le slide conceptuellement le plus compliqué de toute ma présentation, parce qu'en même temps, on va parler de hasard, qui est déjà un concept difficile, et puis non local. En gros, l'argument va comme ça. Si le résultat d'Alice, par exemple ici, parallèle, était prédéterminé, alors Bob pourrait le connaître. Là, j'ai vraiment un point de vue aussi de physicien que si quelque chose est, la physique va finir par le savoir. Je ne veux pas quelque chose qu'on me dit qui existe, mais qui est indéfiniment caché. Ce n'est pas intéressant, c'est plus de la physique, ça. Donc on va partir du principe que si le résultat d'Alice était prédéterminé, alors Bob pourrait le connaître. Peut-être pas aujourd'hui, mais il pourrait le connaître un jour. Mais à ce moment-là,
Bob pourrait déduire de son résultat de mesure, le choix de mesure, donc la direction de mesure fait par Alice. Donc Bob, simplement en faisant une mesure de son côté, il va pouvoir se dire, tiens, si j'ai trouvé parallèle, je sais qu'Alice a aussi trouvé parallèle, donc probablement qu'Alice a dû faire prendre un choix de mesure qui est proche du mien. Puisqu'on a trouvé le même résultat, c'est que probablement on mesurait dans la même direction, ou dans une direction proche du moins. Et ça serait de la télépathie, puisqu'il n'y a rien qui va d'Alice à Bob, ni de Bob à Alice d'ailleurs. Maintenant, comme la télépathie est impossible, rappelez quand même là, le petit garçon, donc puisque la télépathie est impossible, c'est que l'hypothèse ici au départ devait être fausse. Raisonnement par l'absurde. Donc, le résultat d'Alice ne pouvait pas être prédéterminé. Donc, le résultat d'Alice doit être produit au hasard. Ça ne peut pas être prédéterminé, donc ça doit être au hasard. Sinon, il y aurait la télépathie. Donc, à ce moment-là, vous croyez, soit vous croyez en la télépathie, soit vous croyez au hasard. Il n'y a plus de troisième alternative. Dis, papa, maman, c'est quoi le hasard? Une question difficile. En gros, c'est un événement intrinsèquement non prévisible, donc un acte de pure création. C'est assez étonnant que la physique en arrive à écrire un acte de pure création. Ça ne fait pas très physique, ça. Mais c'est ça qu'on entend par dire que quelque chose, qu'un événement est au hasard, c'est qu'il n'était pas déjà là avant, et il est là après. Il vient d'où? Il vient au hasard, ou il vient de l'extérieur de l'espace-temps, oui, un acte de pure création. Je pense que pour les physiciens, c'est difficile de penser le hasard. Le hasard est ce qui différencie la non-localité quantique de la non-localité de Newton. Le hasard est ce qui empêche d'utiliser la non-localité quantique pour des communications sans physique, pour des communications sans support physique. Donc le hasard, c'est ce qui empêche la télépathie. Chez Newton, on pouvait transmettre de l'information. Physique quantique, on ne peut pas. Ce qui empêche cette communication, c'est le hasard. Alors, un petit peu de philosophie. L'intrication, l'intrication, c'est le terme scientifique pour dire hasard non local, est une nouvelle forme de causalité. La causalité standard, c'est Alice qui influence Bob, ou Bob qui influence Alice, donc une cause directe, ou bien une cause commune qui provient du passé. Par exemple, en ce moment, je suis en train de corréler les gens aux deux extrémités de la salle qui entendent le même discours, la même présentation. Donc, ils ont une corrélation, et en l'occurrence, là, c'est vraiment une cause commune qui vient du passé, pas un passé extrêmement lointain, mais ça se propage à la vitesse du son, en l'occurrence, vers les deux extrémités de la salle. Puis une fois qu'on admet l'existence d'un vrai hasard, rien n'empêche ce vrai hasard de se manifester en plusieurs endroits, du moment que cela ne permet pas la télépathie. Si vous faites le pas d'accepter le hasard, pourquoi ce hasard devrait-il se manifester en un seul endroit? Donc le vrai hasard, en particulier le hasard non local, surgit en quelque sorte de l'extérieur de l'espace et du temps, dans le sens qu'aucune histoire se déroulant dans l'espace au cours du temps ne peut le raconter. Pour raconter le hasard quantique, alors soit on passe par espace de Hilbert et opérateur self-adjoint, etc., soit on raconte une histoire qui va utiliser des outils de narration qui sortent de l'habitude. On va parler de hasard non local. Voilà, puis une fois qu'on a compris tout ça, on va pouvoir faire maintenant de la téléportation. Alors pour faire de la téléportation, on commence par avoir deux qubits intriqués. Les deux qu'on a déjà vus, et je vous rappelle, ça signifie donc même question implique même réponse. Ça va être notre canal de téléportation quantique. Maintenant, je prends un qubit à téléporter, et puis il va falloir que je fasse quelque chose ici. Ça, c'est l'émetteur. Ça, c'est l'objet à téléporter, ou disons le qubit qui porte l'état à téléporter. Ça, c'est mon émetteur, ça, c'est le récepteur. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose ici
Ça pourrait être une lettre que je dois mettre dans une enveloppe, mais là c'est quantique. Mais il va falloir que je fasse que ces deux interagissent. Maintenant, si je mesure l'un ou l'autre, ben, je vais le détruire, je vais les perturber. Donc ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire une mesure conjointe de ces deux objets. Et je vais leur poser une question typiquement quantique, une question un peu tordue, comme les physiciens quantiques aiment bien. La question est la suivante. Si, à vous deux, je vous posais la même question, me donneriez-vous la même réponse? Alors si j'ai deux étudiants, la seule manière de répondre à cette question, c'est de poser une question au premier étudiant, poser la question au deuxième étudiant, puis de comparer les réponses. Mais là, puisque ce sont des bits quantiques, ces bits quantiques vont pouvoir me répondre à cette question, par exemple positivement, en se mettant dans un état intriqué, puisque c'est précisément ça la caractéristique de l'intrication, c'est de donner la même réponse, quelle que soit la même question posée aux deux. Donc les deux qubits peuvent répondre oui en se mettant ensemble dans un état intriqué. Mais à ce moment-là, on a quasiment gagné déjà, parce que donc le qubit à téléporter donne toujours la même réponse que Alice, le qubit Alice, mais le qubit Alice donne toujours la même réponse que le qubit Bob. Donc finalement, le qubit Bob, quelle que soit la mesure sur laquelle, quelle que soit la direction sur laquelle je le mesure, il me donnera toujours la même réponse que m'aurait donné le qubit à téléporter. Et donc, si la réponse est oui, la réponse à cette question bizarre, alors toute mesure sur le qubit de Bob donnera le même résultat que si la mesure avait été effectuée sur le qubit à téléporter. Et en gros, c'est ça la téléportation quantique. Presque. Parce que là, j'ai pris le cas où la réponse est oui. Mais ceci est une question qu'on pose à un système quantique, donc il y a toujours plusieurs réponses qui viennent au hasard, et la réponse pourrait aussi être non. Alors, si la réponse est non, ça veut dire qu'il donne toujours des résultats opposés. Croyez-moi, c'est comme ça que ça se passe avec la vraie mécanique quantique. Il donne des résultats opposés, ceux-là donnent des résultats identiques, donc Bob donne toujours le résultat opposé au qubit à téléporter. Donc à ce moment, ce que je dois faire, c'est retourner Bob. C'est faire une transformation unitaire qui corrige cette déformation. Et à ce moment-là, si on retourne Bob, dans ce cas-là, on aura de nouveau, avec le Bob retourné, la même réponse chez Bob retourné que le qubit à téléporter. Donc maintenant, le problème, c'est que Bob, il ne sait pas s'il doit retourner son qubit ou pas. Pour savoir ça, il faut que Alice lui communique la réponse qu'elle a reçue à sa question. Donc elle doit transférer un bit d'information. Vous, pour les physiciens, ce n'est pas des cercles, les qubits, c'est des sphères, et il ne faut pas transmettre un bit d'information, oui, non, il faut en transmettre deux. Mais sur le principe, c'est la même chose. Voilà, donc c'est parce qu'il y a besoin de transmettre cette petite quantité d'informations, juste un oui-non, que la téléportation quantique n'est finalement pas supralumineuse. L'information ne va pas plus vite que la lumière, il faut que Bob reçoive cette information classique de la part d'Alice avant de savoir comment interpréter son résultat. Est-ce qu'il doit le renverser ou pas? Voilà, maintenant, la téléportation, ça ressemble un peu à ça. Bon, on voit encore moins à l'écran que sur mon écran d'ordinateur, mais en fait, c'est bien parce qu'on voit en gros qu'on a un laser de pompe qui pompe un gros laser femtoseconde. Alors, ce n'est pas les attosecondes, c'est des femtosecondes. Mais en fait, ici et là, vous avez des cristaux non linéaires, et c'est là où on crée nos paires de photons intriqués, et toute la partie intéressante, elle est là. Ça, c'est vraiment passionnant. Mais évidemment, on n'y voit rien du tout, mais c'est là où vous avez des paires de photons intriqués, etc., les mesures qu'on fait. Et puis ensuite vient la question, de nouveau, de mon gamin, dit « Papa, maman, ça sert à quoi tout ça ?» Alors ça, à vrai dire, les enfants ne posent jamais ce genre de questions. J'espère que le grand public, pas trop non plus, mais en général, c'est les journalistes qui viennent poser ce genre de questions. En général, au nom du grand public. Donc, il faut répondre à cette question, et la réponse est « ça sert à la fascination des physiciens et du grand public ». Voilà. Alors, ça ne satisfait pas toujours les journalistes, donc je vais vous donner d'autres justifications. Alors, bon, ce n'est pas vous, avec vos impôts qui me payez, mais enfin, c'est la même chose avec les impôts des Suisses. Une autre réponse, c'est que ça sert, par exemple,
à ce qu'on puisse utiliser ou exploiter l'aléatoire quantique, ce hasard quantique. Par exemple, simplement avec des photons sur un miroir semi-transparent, 2 détecteurs, un qu'on va appeler 0 et 1, et ça vous fait une suite aléatoire, et une suite qui est réellement aléatoire, qui n'est pas simplement pseudo-aléatoire, comme pourrait le faire un ordinateur classique. Vous pouvez mettre tout ça dans une petite boîte, ça fait à peu près 4 cm de long. En fait, les versions les plus modernes sont encore plus petites, et vous voyez que ça doit être vraiment bien, puisque ça a même été homologué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et puis vous voyez le drapeau français. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement bien. Et c'est utilisé par la Française de jeu, par exemple, aussi en cryptographie, etc. Une autre application qui est un peu plus complexe que celle-là, c'est la cryptographie quantique. Donc, en gros, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'avec l'intrication, on peut avoir du hasard qui se manifeste à 2 endroits en même temps, chez Alice et Bob. Alors maintenant, on va mettre Alice et Bob dans des boîtes comme ça, donc ça ressemble à des boîtes tout à fait standards comme des ordinateurs, et ils sont reliés en l'occurrence là, par des fibres optiques qui vont servir à distribuer l'intrication. Et une fois que cette intrication est distribuée, en faisant ces mesures, on va pouvoir obtenir des résultats au hasard et identiques chez Alice et Bob. Et ça, c'est en fait un mot de passe ou une clé cryptographique. Et si on ouvre un peu ces boîtes, en gros, dans ces boîtes, vous avez beaucoup d'électronique. En noir ici, vous avez des générateurs de nombres aléatoires, parce qu'il faut qu'Alice et Bob fassent des choix de mesures. Et ça, ce n'est pas des personnes qui le font, mais c'est ces générateurs de nombres aléatoires quantiques. Vous voyez aussi qu'il y a un laser, un modulateur d'intensité, un atténuateur ici. Enfin, des composants optiques tout à fait standards et banaux. Les seuls qui ne sont pas banaux, c'est en fait ces détecteurs de photons individuels, parce qu'ils doivent être compatibles avec les fibres optiques. Détecter des photons qui sont compatibles avec les fibres optiques télécom. On veut utiliser des fibres optiques télécom standards. Et puis avec ce genre de système, on a pu installer, par exemple ici, un lien entre une société à Genève qui a son système de backup à Lausanne, sous le lac de Genève, et avec cette société, spin-off de mon groupe, on a installé ça. Donc c'est un lien commercial, en l'occurrence, qui tourne maintenant continuellement 24 heures par jour, 7 jours par semaine, depuis 2011. Et il y en a d'autres de ces systèmes, évidemment. Maintenant, comme je suis un physicien, je ne peux pas éviter de vous dire qu'on a aussi le record de distance sur 300 km. Mais enfin, 300 km, c'est très bien, mais c'est tout de même une distance limitée. Si on veut essayer de relier Paris et Berlin, ça ne va pas fonctionner. Donc, comment faire? Alors, pour l'instant, on ne sait pas faire mieux que de faire des répéteurs basés sur un passage classique, quantique, quantique, classique, de nouveau. Et les Chinois m'impressionnent beaucoup. Donc, on voit qu'il y a des gens qui font ça aux États-Unis, là en Corée, etc., aux États-Unis avec la société Battelle. Mais les Chinois sont ceux qui ont le plus décidé d'avancer dans ce domaine et de véritablement prendre ce tournant vers les communications quantiques. Et à la fin de l'année, ils vont inaugurer une ligne qui fait Shanghai-Pékin. C'est 2000 km. Et vraiment, on pourra faire de la cryptographie quantique entre Shanghai et Pékin. Et ils ont des projets encore beaucoup plus ambitieux que ça. C'est-à-dire que ça, c'est que la première ligne. Il y a d'autres lignes qui sont prévues et qui vont être installées ces prochaines années. Voilà. Alors, dit papa, maman, elle fait comment finalement la nature pour produire un hasard non local? Alors, la réponse de la physique d'hier était très simple. Tais-toi et mange ta soupe, ou en anglais, shut up and calculate. Je pense qu'aujourd'hui, il faut passer au-delà de ça, et aujourd'hui, la réponse moderne, c'est l'intrication. Alors, c'est peut-être un peu frustrant, parce que ça, c'est juste un mot, l'intrication. Mais finalement, la gravitation par laquelle j'ai commencé cet exposé, c'est aussi juste un mot. Et certainement que les gens, à l'époque, lorsqu'on leur disait c'est à cause de la gravitation que les kangourous tiennent sur la Terre, ils ne pouvaient pas comprendre beaucoup mieux que nous ne comprenons l'intrication aujourd'hui. Après, il faut développer son imagination et son intuition pour intégrer ça dans notre vision du monde. Et encore une fois, l'intrication, c'est une nouvelle forme de causalité. Évidemment, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'on comprendra un jour, ou est-ce que la mécanique quantique, c'est vraiment trop bizarre et que c'est quelque chose qui restera à toujours
trop difficile pour les êtres humains, moi je pense que non, on va finir par comprendre. Donc je parie que oui, on va comprendre. On comprendra quand les technologies quantiques seront banales, quand la téléportation quantique sera courante, quand les enfants joueront avec ce genre d'objets, ils développeront leur intuition avec. On comprendra que le hasard non local, comme on comprend aujourd'hui la gravitation. J'ai quand même rajouté un peut-être, j'en suis pas tout à fait sûr. Et puis voilà, si vous voulez lire davantage sur le sujet, il y a 2 livres ici que je trouve extrêmement beaux. Commencez peut-être par celui-ci en français, Initiation à la physique quantique, par Valerio Scarani. C'est un livre où il n'y a pas d'équation, il n'y a que des images, mais je pense qu'il explique bien la physique quantique. Et puis un autre qui est en anglais que j'aime bien aussi, peut-être parce que j'y apparais puis que c'est un manque de modestie, mais l'auteur, Louisa Guillier, raconte en fait toute l'histoire un peu de l'entanglement. Entanglement, c'est intrication en anglais. Et elle raconte ça, non pas en prenant un point de vue d'historien pur, parce qu'elle invente des dialogues entre tous les grands physiciens, et elle raconte donc cette histoire d'une façon extrêmement vivante. Et je pense donc que c'est un livre à mettre entre les mains des jeunes. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Pascal. Nous avons bien noté qu'il y a de la bonne lecture maintenant à mettre entre les mains de tout le monde. Y a-t-il une ou 2 questions, s'il vous plaît? Oui. Suivant l'appareil utilisé, la lumière peut se manifester sous forme d'ondes ou de corpuscules. Il paraît qu'il y aurait eu une expérience réalisée qui permettait, en jouant sur des nanosecondes, de s'arranger pour que le photon émis ne sache pas vers quel genre de dispositif il allait tomber. Eh bien, il paraît, si mes informations sont exactes, que le photon ne se trompait jamais. Alors, faut-il en déduire que le photon est infaillible ou que la transportation est supralumineuse? Alors effectivement, le photon ne se trompe pas, puisque de toute façon, il a raison par définition. En physique, c'est la nature qui a raison. Donc le photon fait partie de cette nature que nous étudions. Donc il ne se trompe pas, mais ce n'est pas tellement surprenant. Et toute l'idée, tout ce hasard non local, c'est d'essayer d'expliquer que ce photon peut répondre au hasard, avec des corrélations, peut répondre à des questions à laquelle il ne pouvait pas se préparer d'avance, puisqu'il ne connaissait pas la question d'avance. Et malgré cette sorte de non-localité, ou de non-localité dans le temps, peut-être dans l'exemple que vous avez en tête, il n'y a pas de télépathie, il n'y a pas de transport d'information. Tant qu'il n'y a pas d'objet qui porte l'information, il n'y a aucune information qui peut aller d'un point A à un point B. Et là, la physique quantique confirme qu'il n'y a pas de télépathie. Je peux aussi vous le confirmer.